Ils sont nés pour régner. Mais aujourd'hui, leur pouvoir ne se joue plus dans l'ombre des palais. Il se joue ici, sur des écrans, dans des villes où personne ne dort et où tout s'achète. À première vue, ce sont des princes. Mais en y regardant de plus près, ils vivent comme des stars. Jets privés, soirées invisibles, images millimétrées. Chaque geste est calculé. Chaque apparition, stratégique. Alors une question dérangeante se pose. Sont-ils encore des héritiers? Ou sont-ils devenus les produits d'un monde obsédé par l'attention? Bienvenue dans une réalité où la couronne ne se porte plus. Elle se consomme. Immortel. C'est le sentiment qui émane du 40e étage d'une tour de verre à Singapour, alors que le soleil se couche sur une skyline qui semble appartenir à un futur déjà consommé. Ici, dans le carré VIP d'un club dont le nom ne se murmure qu'entre initiés, la distinction entre un prince héritier d'une monarchie millénaire et un prodige de la tech devenu icône mondiale s'est évaporée dans la vapeur d'un cocktail sur mesure. En 2026, la couronne n'est plus seulement un objet de velours et d'or conservé sous vitrine, elle est une donnée numérique, une courbe d'engagement sur un écran OLED. De Londres à Dubaï, de Tokyo à Madrid, une nouvelle caste de royal influenceurs redéfinit les contours du pouvoir. Ils portent des costumes de tailleurs italiens sur des terrains de polo, mais gèrent leur image avec la précision chirurgicale des agences de relations publiques de Los Angeles. Bienvenue dans l'ère du Gotha globalisé, où le protocole se fracasse contre l'algorithme, et où chaque héritier joue sa survie entre le poids du passé et l'appel irrésistible de la lumière. L'hybridation des élites, du devoir au personal branding. Pendant des siècles, la monarchie reposait sur un paradoxe: pour être sacré, il fallait être caché. Le mystère était le rempart du trône. Mais en 2026, l'anonymat est devenu le luxe des perdants. Pour les princes héritiers d'Europe et d'Asie, comme pour les superstars de la musique ou du sport qui fréquentent les mêmes cercles à Londres, Séoul ou Riyad, la visibilité est devenue la nouvelle monnaie de la souveraineté. La fin de la tour d'ivoire. Le premier choc est esthétique. Observez le compte Instagram du prince Abdul Matin de Brunei ou les apparitions publiques de la princesse Léonore d'Espagne. L'image n'est plus figée dans un portrait à l'huile, elle est dynamique, filtrée, calculée. Le prince moderne ne se contente plus de couper des rubans. Il doit être une icône de style, un athlète, un philanthrope, surtout, une figure accessible. Cette hybridation crée une nouvelle catégorie sociale, les royal influenceurs. Ils ne rivalisent plus avec leurs ancêtres, mais avec les algorithmes. Un like sous une photo du prince Hussein de Jordanie en uniforme de pilote a aujourd'hui plus d'impact diplomatique qu'un communiqué officiel du palais. Pourquoi ? Parce que dans les grandes métropoles mondiales, la jeunesse ne prête allégeance qu'à ce qu'elle peut scroller. Le marketing de la légitimité. La couronne n'est plus un droit divin, c'est une franchise, explique un consultant en stratégie de marque basé à Genève, habitué à conseiller les familles régnantes. Si vous ne générez pas d'engagement, vous n'existez pas. Un prince qui ne maîtrise pas les codes de la célébrité contemporaine est un prince que l'on finit par juger inutile, donc coûteux. Cette nécessité de branding crée des alliances autrefois impensables. On voit les héritiers des plus vieilles familles d'Europe s'asseoir au premier rang des défilés de la Fashion Week, non plus comme invités d'honneur, mais comme ambassadeurs tacites. La fusion entre le luxe, LVMH, Hermès, et la royauté est totale. Dans les rues de Paris ou de Milan, la star de K-pop et le prince héritier portent le même vêtement, fréquentent les mêmes hôtels et utilisent les mêmes agences de communication pour polir leur image. Le paradoxe du normalisme ? Pour les héritiers européens, Danemark, Espagne, Norvège, la stratégie est celle de la normalité extraordinaire. Il s'agit de montrer qu'on fait ses courses comme tout le monde, tout en rappelant subtilement que l'on possède un destin national. À l'inverse, en Asie, de la Thaïlande aux Émirats du Golfe, l'hybridation prend une forme plus spectaculaire. Ici, la starisation est une démonstration de force. Le faste n'est pas caché, il est mis en scène avec une précision cinématographique. On ne cherche pas à être normal, on cherche à être aspirationnel. Le prince héritier devient la star de son propre film, un super-héros national dont chaque geste est une publicité pour la stabilité et la richesse de son pays. C'est ici que le conflit éthique commence. À force de copier les codes des stars d'Hollywood, les futurs rois ne risquent-ils pas de devenir aussi jetables qu'une tendance TikTok ?
La célébrité est éphémère par nature, là où la monarchie se veut éternelle. En rejoignant l'arène de la visibilité mondiale, les héritiers ont troqué leur bouclier de mystère contre une épée à double tranchant. La vie dans les enclaves, de Londres à Singapour, l'archipel du privé. Si vous cherchez les princes héritiers et les icônes de la génération Z, ne les cherchez pas dans les palais officiels ou sur les tapis rouges des festivals de cinéma. En 2026, le véritable pouvoir et la véritable célébrité se vivent derrière des murs de verre sans teint et des protocoles de sécurité biométriques. Les métropoles mondiales sont devenues des archipels, des îlots de privilèges reliés entre eux par des jets privés. Londres, le coffre-fort des traditions hybrides. À Mayfair, le quartier le plus exclusif de Londres, le club Annabel S reste l'épicentre de cette fusion. Sous les plafonds de fleurs de soie et dans l'opulence baroque des salons, la hiérarchie est simple, on est soit un membre, soit un étranger. Ici, il n'est pas rare de voir un héritier de la couronne britannique discuter d'investissement dans le Web 3 avec un acteur oscarisé ou un rappeur influent. Londres n'est plus seulement la capitale du Royaume-Uni, c'est le terrain neutre où les princes d'Asie viennent parfaire leur éducation occidentale et où les stars américaines viennent chercher une légitimité historique. Dans ces clubs, le sang bleu apporte la classe, et la star apporte le buzz. C'est un échange de bons procédés, le prince s'encanaille, la célébrité s'anoblit. Singapour et Dubaï, les nouveaux palais de verre. Si Londres est le passé, l'Asie du Sud-Est et le Golfe sont le futur immédiat. À Singapour, le complexe de Marina Bay Sands ne se résume pas à son casino ou sa piscine à débordement. Pour l'élite, tout se passe dans les suites Sherman, des appartements de 600 mètres carrés où les princes héritiers de Thaïlande ou de Malaisie orchestrent des levées de fonds massives. À Dubaï, le Bulgari Resort and Residence est devenu le quartier général de cette nouvelle aristocratie nomade. Contrairement à l'Europe où l'on se cache pour vivre heureux, ici, on s'expose pour dominer. À Dubaï, il n'y a aucune honte à être riche ou puissant. C'est le seul endroit au monde où un prince saoudien peut garer sa Bugatti dorée à côté de celle d'un influenceur aux 50 millions d'abonnés sans que personne ne crie au scandale, note un agent immobilier de luxe spécialisé dans les family office. L'infrastructure de l'invisibilité. Cette vie dans les enclaves repose sur une logistique invisible. Pour ces super citoyens, la ville n'est pas un dédale de rues, mais une suite de points de passage sécurisés. Le terminal privé, on ne passe pas par l'aéroport, on arrive via le salon VIP, comme le terminal GTEX à Dubaï. Le fixeur de luxe, une nouvelle profession est née. Mi-agent de sécurité, mi-concierge, ces hommes et femmes gèrent les caprices des princes et des stars, s'assurant que leurs clients ne croisent jamais le vrai public. Le silence numérique, dans ces lieux, les téléphones sont souvent interdits ou les objectifs d'appareils photo masqués par des autocollants à l'entrée. Ce qui se passe à l'intérieur doit rester un mythe pour alimenter la curiosité à l'extérieur. La métropole comme terrain de jeu. Dans ces villes-mondes, la notion de patrie s'efface. Un prince héritier peut se sentir plus chez lui dans un penthouse de Manhattan ou de Hong Kong qu'au milieu de son propre peuple. Les grandes métropoles sont devenues des terrains de jeu interchangeables. On y consomme la même nourriture, souvent préparée par les mêmes chefs étoilés comme Nobu ou Alain Ducasse, on y suit les mêmes tendances et on y parle la même langue, celle du succès global. Mais cette déconnexion géographique a un prix. En vivant dans ces bulles dorées au milieu des stars, les héritiers des trônes risquent de perdre le contact avec la réalité de leur sujet. Ils deviennent des citoyens du monde, certes, mais des citoyens sans racines, dont la seule réalité est celle de l'exceptionnel. Le cas européen, la tradition sous pression. En Europe, le sang bleu ne suffit plus à justifier l'existence d'un trône. Face à une opinion publique scrutatrice et à des mouvements républicains latents, les familles régnantes de Madrid, Londres ou Bruxelles ont compris une règle fondamentale: pour survivre, il faut être irréprochable tout en restant humain. C'est la stratégie de la gravité augmentée. Le treillis comme bouclier médiatique. Prenez le cas de la princesse Léonore d'Espagne. Dans les rues de Madrid, elle est une icône de mode, une jeune femme dont chaque tenue est analysée par les magazines spécialisés. Mais l'image la plus puissante de ces dernières années n'est pas celle d'un tapis rouge, c'est celle d'une jeune femme en uniforme de combat, visage barbouillé de camouflage, rampant dans la boue de l'académie militaire de Saragosse. Cette mise en scène n'est pas fortuite.
Pour les héritiers européens, le passage par l'armée est devenu le rempart ultime contre la kardashianisation. En s'imposant la rigueur du rang, ils disent à leur futur sujet « Je ne suis pas une star de télé-réalité. Je suis au service de la nation ». C'est un contraste violent avec les stars contemporaines qui fréquentent les mêmes boîtes de nuit à Madrid ou Londres, mais dont la seule discipline est celle de leur entraîneur personnel ou de leur agent de presse. Georges de Galles, la normalité sous haute surveillance. À Londres, la stratégie est encore plus chirurgicale. Le prince Georges de Galles est élevé dans ce que les experts appellent une « forteresse de normalité ». Ses parents, William et Catherine, s'efforcent de lui offrir une vie de petit londonien presque ordinaire, match de football, école privée de quartier, sortie discrète. Mais cette normalité est un mirage ultra protégé. Dans une métropole où chaque passant possède un smartphone capable de filmer en 4K, le droit à l'enfance du futur roi est un défi de sécurité nationale. Le prince George vit dans un monde où il doit apprendre à masquer ses émotions avant même de savoir nouer sa cravate. Contrairement aux enfants de stars, les « Nepo Babies » de Hollywood, qui capitalisent sur leur nom pour lancer des marques de cosmétiques dès l'âge de 12 ans, l'héritier britannique doit apprendre l'art de la soustraction, en dire le moins possible, en montrer juste assez. Le coût psychologique de la vitrine. Cette pression crée des fêlures. On l'a vu avec la princesse Katharina Amalia des Pays-Bas, contrainte de vivre recluse après des menaces de la part du crime organisé, ou face à l'anxiété de performance qui pèse sur cette jeunesse dorée. La star choisit sa lumière. Le prince l'a subi, confie une source proche du palais de Bruxelles. Une star peut faire un burn-out et disparaître pendant 2 ans. Un héritier qui disparaît déclenche une crise institutionnelle. Dans les grandes métropoles européennes, cette nouvelle génération joue donc une partition schizophrène. Le jour, ils sont les représentants d'institutions millénaires, sérieux et engagés dans des causes comme le climat ou la santé mentale, des sujets très star-compatibles. La nuit, dans les zones privées des clubs de Soho ou de Salamanca, ils tentent de retrouver cette jeunesse qu'ils sacrifient sur l'autel de la continuité dynastique. Mais même là, le spectre du smartphone n'est jamais loin. En Europe, la couronne est une cage de verre dont les parois semblent se rétrécir à mesure que la technologie progresse. Le cas asiatique, le luxe comme diplomatie. En 2026, l'image du prince oriental reclus dans son palais appartient au livre d'histoire. La nouvelle réalité se joue sur Instagram et dans les loges VIP des événements planétaires. Si un prince européen cherche à vous ressembler pour vous rassurer, un prince asiatique cherche à vous éblouir pour vous convaincre. Riyad, la capitale mondiale du Star Power. L'exemple le plus frappant de cette mutation est la transformation de Riyad. Sous l'impulsion du prince héritier Mohammed Ben Salman, la capitale saoudienne est devenue, en l'espace de quelques saisons de Riyad, l'épicentre mondial où le Gotha rencontre Hollywood. Lors de l'édition 2025 à 2026, on a pu voir des icônes comme Shaquille O'Neal, des stars de la K-pop et des géants du divertissement comme Monsieur Beast partager la scène avec l'élite saoudienne. Ici, la stratégie est claire, le soft power passe par l'attractivité. En attirant les plus grandes stars du monde, la royauté saoudienne ne se contente pas de divertir sa jeunesse, elle envoie un message de stabilité et de modernité radicale au reste du monde. Le prince devient le conservateur en chef d'un festival permanent, fusionnant l'autorité millénaire et la culture pop globale. Prince Matin, l'ambassadeur de l'acier et du cristal. Le prince Abdul Matin de Brunei est sans doute l'incarnation la plus achevée de ce royalisme 2.0. Ses 3 millions d'abonnés ne suivent pas seulement un héritier, mais une marque globale. Qu'il soit aux commandes d'un hélicoptère de combat, sur un terrain de polo avec une Patek Philippe World Time au poignet, ou publiant des portraits de famille d'une élégance cinématographique, Matin utilise les codes de la célébrité masculine pour polir l'image de son petit mais richissime État. Dans les cercles diplomatiques de Singapour ou de Tokyo, ses montres, ses voitures et ses performances sportives sont un langage universel. C'est une diplomatie de l'esthétique, le luxe sert à prouver que la monarchie est compatible avec le futur, qu'elle est cool, performante et ancrée dans les flux financiers mondiaux. Bangkok, le soft power de la soie et de la pop. À Bangkok, la dynamique est similaire. Le pays se repositionne comme une puissance moyenne et créative. On a vu la reine Sutida faire sensation à Milan avec une garde-robe intégrant des quartz sacrés thaïlandais, mêlant tradition ésotérique et haute couture occidentale.
Parallèlement, les événements comme le Amazing Thailand Countdown 2026 voient des stars de la K-pop comme Mark Tuan se produire sous le patronage tacite de l'institution royale. Le prince comme CEO de la nation. Contrairement à l'Europe, où la fortune royale est souvent vécue comme un sujet sensible, en Asie et dans le Golfe, elle est un argument de vente. Le prince héritier agit comme le CEO de la marque nationale. Son style de vie ultra-médiatisé, ultra-luxueux, est une vitrine pour attirer les investisseurs et les touristes de luxe. En Asie, on ne vous demande pas de vous excuser d'être un prince. On vous demande d'être le meilleur prince possible, résume un analyste politique basé à Hong Kong. La starisation n'est pas une distraction, c'est l'essence même de leur autorité moderne. Cette stratégie comporte toutefois un risque, celui de l'uniformisation. À force de porter les mêmes marques, de fréquenter les mêmes clubs et d'utiliser les mêmes filtres que les stars d'Hollywood ou de Séoul, ces héritiers ne risquent-ils pas de diluer leur identité culturelle unique dans un grand mixage mondialisé ? La réponse se trouve peut-être dans la conclusion de notre récit, le prix de la survie est, semble-t-il, la fin définitive de la vie privée. L'algorithme souverain, quand l'IA devient garde du corps. Dans cette fusion entre star et prince, un nouvel outil a fait son entrée, l'intelligence artificielle de gestion réputationnelle. Pour les héritiers dont nous avons tracé le portrait, l'image est devenue un actif si précieux qu'il ne peut plus être laissé au hasard. Dans les bureaux feutrés des conseillers en communication de la princesse Léonore ou du prince Hussein, des algorithmes prédictifs scannent en temps réel le sentiment des réseaux sociaux. En 2026, on ne réagit plus à une polémique, on l'étouffe avant qu'elle ne naisse grâce à des pare-feux numériques. Cette technologie, partagée par les plus grandes stars mondiales, crée une réalité augmentée où le prince n'apparaît jamais fatigué, jamais pris au dépourvu, jamais humainement faillible. C'est le triomphe de la perfection synthétique. L'éternité à l'épreuve du scroll. Nous sommes partis d'un mot, immortel. À travers les enclaves de Mayfair, les suites de Marina Bay et les avenues de Riyad, nous avons vu comment les princes héritiers de ce siècle ont troqué le secret contre la visibilité. En s'alliant au code de la célébrité contemporaine, ils ont réussi un tour de force, rester pertinents dans un monde qui ne croit plus aux contes de fées. Pourtant, ce pacte avec la lumière a un prix. En devenant des stars parmi les stars, les héritiers des trônes d'Europe et d'Asie ont accepté de soumettre leur destin au jugement le plus cruel qui soit, celui de l'attention volatile. La star peut tomber dans l'oubli, la dynastie, elle, ne peut pas se permettre d'être démodée. Le paradoxe de 2026 est là. Pour protéger le sacré, les princes ont dû se jeter dans le profane. Ils habitent les mêmes métropoles que les idoles de la pop, portent les mêmes vêtements et partagent les mêmes écrans. La distinction entre le pouvoir de droit et le pouvoir de l'image n'est plus qu'une nuance sémantique pour historiens nostalgiques. Le roi est mort, vive le contenu, pourrait-on dire aujourd'hui. L'avenir de ces monarchies ne dépendra plus de la solidité de leur forteresse de pierre, mais de la résilience de leur image numérique. Dans les grandes villes du monde, le spectacle continue. Et tant que le public continuera de liker le diadème ou le selfie, le trône restera debout. Mais dans ce miroir globalisé, les princes ont fini par découvrir une vérité déconcertante, à force de vouloir être partout, on finit par n'appartenir plus nulle part, si ce n'est au flux incessant d'un monde qui ne s'arrête jamais de regarder.